Sur les hauteurs de Nice, dans un quartier résidentiel, Voilà, police nationale. les enquêteurs arrivent sur les lieux d'une tentative de cambriolage. Vous avez déterminé le défraction? Il y avait une petite fenêtre, vous nous parlez, non? La fenêtre, là, oui, pour qu'on laisse entrouverte pour le chien, donc on suppose qu'il est passé par là, quoi. Le policier David Lelong note chaque élément. Les enquêteurs tentent de retracer précisément le parcours du cambrioleur. Comme ce père de famille, en 2009, 180 000 particuliers ont été victimes d'un vol à domicile. Un chiffre reparti à la hausse après des années de baisse. C'est sûr qu'on vérifiera 2 fois les portes si elles sont bien fermées avant de partir. On ne sait pas être cambriolé un jour, quoi. Les techniques de la police scientifique sont désormais utilisées sur la plupart des affaires. Tout est photographié. Chaque objet, chaque meuble que le voleur aurait pu toucher est étudié. Qu'est-ce que vous regardez là, David? Là, je regarde en fait s'il y a des traces de doigts. On appelle ça des traces papillaires. Donc sur le verre, qui est un support très exploitable. Face au nombre d'affaires, les forces de l'ordre sont débordées. Résultat, les Français sont de plus en plus nombreux à investir dans la surveillance de leur domicile. Certains vont même jusqu'à créer des comités de vigilance pour repousser les hors-la-loi. Mais cela suffira-t-il à décourager les cambrioleurs? C'est comme un métier, on va chercher de quoi vivre, de quoi un peu d'argent facile. Et là, oui, quelques petites traces, mais elles ont l'air d'être exploitables. La Côte d'Azur, l'une des régions de France les plus touchées par les cambriolages. De luxueuses villas, une population aisée assez nombreuse, l'endroit a toujours attiré les cambrioleurs. Mais ces dernières années, ici comme sur l'ensemble de la France, les vols à domicile se multiplient. Alors, la police nationale a créé à Nice l'une des premières cellules anti-cambriolage, une brigade consacrée uniquement au vol à domicile. Bonjour David. Moi j'étais au fax. C'est ici que depuis 3 ans, David Lelong travaille. Fraction en plus. Ça, c'est quoi, David? Donc ce sont des missions de cambriolage qui sont tombées dans la nuit, entre la veille et ce matin. Donc on en a à peu près une douzaine. 12 cambriolages dans la nuit. Voilà, c'est ça, c'est une moyenne. Chaque nuit à peu près une dizaine. Plus de 3500 cambriolages en 2009, rien que sur la ville de Nice. Dans cette brigade, une quinzaine d'agents travaillent en permanence pour tenter de résoudre les plaintes déposées par les victimes. C'est la cellule anti-cambriolage, voilà, je vous appelle par rapport à l'effraction dont vous avez été victime. Tout juste le temps de prendre quelques informations par téléphone On va passer à votre domicile pour faire des constatations d'usage. et l'enquêteur se rend sur les lieux d'une nouvelle affaire. Le vol a eu lieu dans un appartement du Vieux-Nice. Bonjour monsieur, monsieur Moussa? Oui. C'est la police, la cellule anti-cambriolage. On vient par rapport à votre effraction. Thierry Muffat, la victime, était absent la nuit précédente. Comment ça s'est passé? Il a découvert sa porte fracturée le matin même en rentrant à son domicile. Voilà, donc là on peut apercevoir donc une trace de pesée qui a été faite certainement à l'aide d'un outil, donc de type tournevis ou pied de biche. Donc avec la pression, la gâche du verrou cède. Et c'est souvent le même mode opératoire, alors? Souvent le mode opératoire utilisé. Tout ce qui caractérise le bijou, tout ce qui est appareil multimédia. Est-ce qu'il y a eu des écrans, du multimédia ou du mobilier cassé? Il n'y a que ça qui a été pris de tout. Ça a juste été fouillé, déplacé. Ah voilà, ils ont fouillé, ils ont pris des trucs de l'armoire. Donc on a un meuble, Ça a été fouillé. un meuble dans le salon, enfin la pièce principale. La première des choses, est-ce que vous avez regardé les documents bancaires? Donc carte bancaire, Non, j'avais chéquier. sur moi. Vous avez tout J'ai sur fait une vous. carte bleue, elle est toujours dans mon passeport. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a volé, alors? Télévision, les jouets du môme, mon ordinateur, la sono, voilà. En gros, c'est ça, quelques bijoux, mais pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Les bijoux, tout du moins. C'est des vieux bijoux, c'est une chaîne que ma mère m'avait... Une montre, même la montre, c'est la montre de mes 35 ans, je crois. C'est des valeurs qui sont sentimentales, en fait. Ça, je vais pas dire que ça vaut rien, mais c'est pas que ça vaut rien, c'est des bijoux qui valent des sous. Mais c'est surtout sentimental.
Et puis on n'a pas à rentrer chez les gens comme ça, quoi. Par contre, ils ont pris ça parce que j'ai des fringues de scène qui sont... Mais le plus gros préjudice pour Thierry Muffat, c'est son matériel de scène. Vêtements et sonos, son unique gagne-pain. Il est chanteur pour des événements privés. Vous avez les traces du rack, là. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Le rack, la sono. C'est-à-dire que quand même, c'est un truc sur roulette pour pouvoir le transporter facilement. Et je l'entraîne, je le mets là et je travaille là. On se sent presque violé. Non, c'est pas violé, parce que le viol est quelque chose de beaucoup plus grave. Mais on a l'impression que quelqu'un est rentré chez vous, dans votre intimité. Et... Bref. Bon, en plus, j'ai vécu une période assez difficile. J'ai eu du mal à avoir mon matos, à le récupérer. C'est le seul truc qui peut me permettre de bosser. Et ben voilà, on bosse plus. L'enquêteur sort alors l'équipement de sa précieuse sacoche. Un rituel. David étudie toutes les surfaces sur lesquelles le cambrioleur aurait pu poser ses doigts, à la recherche d'une empreinte fraîche. Sur ce type d'objet, on va regarder si les matières ne sont pas trop granuleuses. Il nous faut des surfaces très lisses. Aujourd'hui, comme une fois sur 10, il ne trouvera rien. Il y a 2-3 ans en arrière, on en trouvait un petit peu plus. Les individus ne connaissaient pas nos méthodes de travail. Donc à force d'être interpellés, maintenant ils connaissent nos méthodes et on en trouve de moins en moins. Donc... Vous espérez retrouver ce que vous a volé ou... Bon, j'ai atteint un âge où je rêve plus. David Lelon fait partie de ces policiers qui se spécialisent dans la lutte contre le cambriolage. En ouvrant la porte... Face à l'augmentation des vols à domicile, une centaine par jour sur l'ensemble de la France, ils sont de plus en plus nombreux. Et ouvrir les points d'ancrage. Sortir le matériel dérobé. Cet après-midi-là, l'enquêteur se rend à une formation délivrée par les techniciens de la police scientifique. Depuis quelques mois, ces stages se généralisent. Le but, que les empreintes soient désormais relevées sur chaque cambriolage. Vous tenez une extrémité, vous collez l'autre extrémité et vous chassez l'air en même temps que vous appliquez le transfert. Vous frottez légèrement, vous décollez et la trace est là. La méthode n'a rien de récent, mais elle a prouvé son efficacité. On va dire que c'est un véhicule volé retrouvé. On va faire une recherche de traces. Poignée de porte, souvent ici, au niveau du réservoir d'essence. Le coffre éventuellement. Une poudre à base d'aluminium fait apparaître les empreintes. Le collant, il est contre le... Elles sont ensuite récupérées à l'aide d'un papier adhésif. On appelle ça un transfert. Magnifique. Chaque empreinte est unique. Donc, comparé par rapport à une base de données, si la personne est fichée, on va pouvoir retrouver l'auteur. La poudre rouge plus foncée... Bien loin de l'univers de la police scientifique, la lutte contre le cambriolage prend parfois des formes assez inhabituelles. À l'autre bout de la France, qu'à Naples, dans la Somme. Une bourgade tranquille de quelques centaines d'habitants. Marie-France Mélis et son mari, Daniel, sont sur le départ. Tu les mets dans la voiture, les chemises? Oui. Un polo. Dernier préparatif pour ce couple de retraités. C'est le départ en vacances, là, hein? C'est le départ. Voilà. Pour nous, c'est des vacances. Ouais. Des vacances, mais des vacances un peu particulières. Pendant une semaine, ils vont vivre dans la maison d'une famille qu'ils n'ont jamais rencontrée. Cela s'appelle le home-sitting, un concept né aux États-Unis il y a quelques années. Des couples de retraités veillent sur la maison de propriétaires lorsque ceux-ci partent en vacances. Donc là, c'est notre dernier séjour dans les Landes. Donc on a été 3 semaines là-bas, hein. Ça c'est leur maison. Depuis qu'ils ont arrêté de travailler, Marie-France et Daniel ont effectué 6 séjours de home-sitting. Donc la piscine, quoi. Donc là, je suis dans la piscine, qui est ici. Puis Marie-France, dans le fauteuil, en train de me regarder, je crois. On n'était pas allé dans l'autre jour. Cette fois, ils vont garder un petit pavillon dans le Val-de-Marne. Internet. Les propriétaires leur ont envoyé des photos pour qu'ils puissent se faire une idée. La maison avec toutes ces pièces. Et on a même notre chambre
En photo, voilà. Ce soir, c'est là qu'on va coucher, avec une belle petite salle de bain personnelle à côté, quoi. Mais avant de partir, prudent, Daniel n'oublie jamais de mettre en marche ce petit minuteur. C'est un système que j'ai réglé avec plusieurs éclairages dans le couloir la nuit, de façon à faire un petit peu de présence, une petite lumière qui va s'allumer pendant notre absence toutes les nuits. Car pendant qu'il gardera la maison des autres, personne ne gardera la sienne. Pour rentrer en contact avec les propriétaires, Daniel et Marie-France passent par une agence de home-sitting. Il en existe une dizaine en France. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième à droite. Après 200 km, ils découvrent leur nouveau quartier pour les 7 jours à venir. Quand on voit l'aspect de l'ensemble tel que c'est, on comprend très bien que les gens fassent garder un peu leur maison quand ils sont absents. Hein. Un peu fermées, les maisons sont pas... C'est facile de s'y cacher, quoi. Tournez à droite. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la rue. Bonjour. Vous avez fait bonne route? C'est Barbara Schedecker, la propriétaire, qui les accueille. Bonjour, enchanté aussi. Jusqu'à présent, ils ne s'étaient parlé que par téléphone. Tout à fait, j'ai vos photos. Alors théoriquement, je suis censée vérifier votre identité quand vous arrivez chez moi. Pour Marie-France et Daniel, c'est le moment de faire connaissance avec leur nouvelle maison. Voilà. Comment ça s'organise? Ah, du monde, c'est bien ça. Ah, c'est agréable. Vous êtes sur l'avant, la sud. Notre douche. Voilà, la petite douche. Vous restez, hein. Je vous ai imprimé un petit manuel pratique qu'on va pouvoir... La propriétaire a tout prévu. Donc la première partie concerne tout ce qui est sécurité et alarme. Fermer systématiquement les volets et les fenêtres la nuit. Ça semble assez logique. Hein. Vous avez en fait Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. Je vous donnerai le code. Un système d'alarme dernier cri a été installé. Donc quand on appuie sur le bouton on, ça parle, monsieur nous dit que c'est en marche. Et si jamais vous le laissez en marche avec une issue ouverte, la télésurveillance vous appelle. D'accord. Ce qui est rassurant aussi, c'est que vous avez le boîtier là qui va émettre la sirène Oui, ok. et le gyrophare. Parce que bien souvent, quand vous êtes dans un lotissement, les alarmes sonnent, mais on ne sait pas quelle maison elles se ressemblent, ça résonne, on ne sait pas de quelle maison ça vient. Ce système lui a coûté 3 000 €, une somme qu'elle n'a pas hésité à dépenser, et pour cela, il y a une raison. On a été victime d'un homejacking en pleine nuit. Donc c'est une mauvaise expérience, on va dire, puisque des cambrioleurs se sont introduits pendant qu'on dormait avec nos enfants, ont dérobé les clés des voitures et sont partis avec les voitures. C'est vrai que c'est important pour nous que vous mettiez bien l'alarme la nuit. Surprise, pour Marie-France et Daniel, ils n'étaient pas au courant. Donc les cambrioleurs se sont introduits par la chambre d'amis. D'accord, ah oui, en plus. Et ils ont poussé les fenêtres, pourtant les volets étaient fermés, les fenêtres étaient fermées. Les cambrioleurs sont passés par la chambre où va dormir le couple de retraités, sans laisser aucun indice. Et c'est une nuit où il pleuvait, et il n'y a eu aucune trace de pas dans la maison, pas d'eau, pas de traces nulle part, pas d'empreintes. Les spécialistes. Les spécialistes, voilà, c'était une commande. Ils sont repartis avec leurs 3 voitures, dont celle-ci retrouvée quelques jours après le vol par la police sur un parking. C'est la seule qu'ils ont récupérée. Il faudrait un peu de place pour la deuxième tarte que je vais rapporter. Bon, on va la mettre là. Pour faire garder sa maison, Barbara et son mari n'ont eu à payer que 170 €, une somme destinée à l'agence organisatrice. Pour cette première nuit, tout le monde dormira sous le même toit. Au petit matin, c'est l'heure du départ. À la semaine prochaine. Entendu. Bonjour et puis bonnes vacances. Marie-France n'a pas eu le sommeil très tranquille. C'était un peu dur.
Pourquoi? Ben, je sais pas. Avec les histoires de vol, tout ça. On n'est jamais tranquille. Les propriétaires et leurs enfants partent pour une semaine de détente en Suisse. Daniel et Marie-France sont maintenant responsables de la maison. Retour dans le Vieux-Nice, chez Thierry Muffat. 2 jours après son cambriolage, il est toujours sous le choc. Cette nuit, j'étais couché et dès que j'entendais un bruit, je me réveillais. Je me dis, et s'ils revenaient? Ils sont pas finis, s'ils revenaient? Ce jour-là, il reçoit une experte en vol de sa compagnie d'assurance. Elle vient évaluer son préjudice. C'est le passage obligatoire pour être indemnisé. C'est votre premier cambriolage? Oui, ici, oui. Ensemble, ils vont lister tous les objets dérobés, avec pour preuve à l'appui Donc j'ai la photo, et pour le costume. des photos et les factures. Ça, c'est la télé, qui est la télé de mon fils, Donc voilà. qui est défectueuse. Mais ce que l'experte ne peut ni évaluer ni indemniser, c'est la perte des données numériques. Ce qui choque terriblement les gens, c'est les photos qui sont à l'intérieur des ordinateurs. Et les familles sont traumatisées parce que souvent c'est un enfant qui a grandi, on a perdu tous ces souvenirs-là parce que maintenant on n'imprime plus les photos, on les laisse sur l'ordinateur, on les met sur un cadre photo numérique et c'est vrai qu'il nous accompagne tout au long de notre vie et le jour où il disparaît, c'est les souvenirs qui partent avec. Donc, Thierry Muffat espère être intégralement indemnisé. Mais le souvenir de son cambriolage, Merci beaucoup. il n'est pas prêt de l'oublier. Et puis, je vous dis pas à bientôt. Pour l'enquêteur de la cellule anti-cambriolage, David Lelon, le rythme des interventions ne ralentit pas. Cette fois, c'est un bistrot qui a été dévalisé pendant la nuit. Ils ont, introduit une clé. Alors, elle est restée dedans. Elle est cassée dedans, la clé. C'est une clé qui vous appartient? Je sais pas. Donc hier soir, lorsque vous avez fermé, vous avez bien mis le rideau jusqu'en bas. Comme d'hab. Vous l'avez bien verrouillé avec vos clés. Avec les bureaux de tabac, les bars sont de plus en plus visés par les cambrioleurs. Ça a été... Ici, les voleurs sont repartis avec 200 € seulement. Les surfaces qu'ils ont touchées ne sont pas assez lisses. Impossible pour David de relever la moindre empreinte, ce qui étonne le propriétaire. Il faut que ce soit des grandes surfaces ou que ça offre suffisamment de surface pour avoir l'empreinte. Parce que nous, l'empreinte, c'est l'empreinte entière. Hein, c'est pas des petits bouts d'empreinte. Par rapport aux séries télévision qui véhiculent une fausse image, les gens pensent qu'on va pouvoir avoir des empreintes sur beaucoup de supports. Et on leur explique que dans la réalité, c'est pas comme ça. Tout dépend comment vous positionnez votre doigt. Des fois, si vous appuyez trop fort, c'est pas bon non plus. Si vous glissez, on n'a pas l'empreinte. Vous voyez, c'est très difficile. David ne prend que quelques minutes pour interroger les gardiens des immeubles alentours, Si jamais vous avez un... car une nouvelle affaire l'attend. Le vol a eu lieu dans un appartement, au 6e étage. Bonjour madame. C'est la police, la cellule anti-cambriolage. La victime a découvert l'effraction il y a quelques minutes seulement, en rentrant à son domicile. Et voilà comment elle a retrouvé sa serrure. Donc je vois qu'ils ont arraché un photo. Je suis sortie de 10h à midi. Entre-temps, dans 2 heures, voilà. Et quand je suis arrivée, je dis c'est quoi? Je pensais qu'ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Mais une fois à l'intérieur de l'appartement, elle remarque que tous les tiroirs ont été fouillés. Trouvez ça, parce que c'était plein de bagues. Au moins, il y en a 10 bagues là. Regardez, il y avait des bijoux là. Ils ont tout pris, toutes mes chaînes, tous mes bracelets, ils ont tout fouillé. Ils ont fouillé mes sacs, tous mes sacs. Il y a des bijoux de ma mère, il y a des bijoux qui m'ont offert mes filles, il y a des bijoux qui m'ont offert la famille. Ça vous a fait quoi? Ça vous avez ressenti quoi? J'arrive plus à bouger. Je suis rentrée dans ma chambre directement. J'ai trouvé plus de bijoux, il n'y a plus rien. Ils ont tout pris. Ils ont pris 1 500 €. Ils ont pris tous mes bijoux. Vous estimez à combien le préjudice, madame, de vos bijoux? Je sais
pas, 10 000. 10 000 euros à peu près. À peu près 10 000, entre 10 000 et 15 000. Je ne sais pas où on va. Par crainte des cambriolages, la victime avait pourtant installé il y a quelques mois une porte blindée, garantie inviolable. Elle se pensait à l'abri. Donc là, on voit que la plaque métallique qui recouvre le barillet, donc canon de la serrure, a été tordue. Alors, vous avez fermé la porte et vous avez donné plusieurs tours de clé? 4 tours. 4 tours de clé. Franchement, je suis un petit peu, comment dire, perplexe et désappointé parce que je vois pas comment ils ont... Voilà, moi non plus. Regardez, en plus, ils l'ont cassé aussi à l'intérieur. À l'intérieur, parce que je ne sais pas pourquoi. Alors. Ouh là là. À l'intérieur aussi. Alors attendez, non, bah là par contre, il y a... Vous voyez? Non, bon, ok, d'accord. Ils sont pas passés par la porte. Hein. Si, ils sont passés. Non. Parce que toutes les fenêtres, elles étaient fermées. C'est impossible. C'était pas cassé, toutes les fenêtres, elles étaient fermées. Il n'y a rien de cassé. L'enquêteur s'interroge. C'est un cas assez inhabituel. Il vérifie alors les fenêtres de l'appartement. Malgré la hauteur, pour lui, c'est bien par là que sont passés les cambrioleurs. Par un autre bâtiment, ils ont dû accéder au toit. Et souvent, on le voit, ils accèdent au toit et ensuite ils descendent par les balcons. Donc ils ont peut-être dû descendre. Il y avait une fenêtre qui était ouverte, la première fenêtre. La deuxième, elle était fermée par contre. Mais ce genre de porte-fenêtre, c'est zéro pour l'effraction, ça ne tient pas. Il suffit juste de pousser et des fois la fenêtre elle s'ouvre. Des cambrioleurs déterminés, capables de prendre tous les risques, ce n'est pas la première fois que le policier voit ça. Ça veut dire que c'est des voltigeurs, quoi. Ah, il y en a qui sont très agiles, oui, qui sont minces, agiles et qui n'ont pas peur d'escalader pour arriver à leur fin. L'enquêteur passe alors l'appartement au peigne fin, toujours à la recherche de l'empreinte qui pourrait lui permettre de retrouver les auteurs. Il ressort alors sa fameuse poudre. On se met à la place du cambrioleur et on imagine comment il a pu ouvrir ce tiroir. Donc là, en plus, il faut que l'empreinte soit parfaite, c'est ça? Tout à fait, il faut qu'elle présente donc les 12 points pour qu'elle soit valable juridiquement. 12 points en commun, c'est ce que doivent avoir 2 empreintes digitales pour qu'elles soient considérées comme identiques. À force de persévérance, David va enfin trouver ce qu'il cherchait. C'est l'étape cruciale. Il doit maintenant relever l'empreinte sans la détériorer. Alors à première vue, elle a l'air d'être exploitable. Hein. Je pense qu'il y aura suffisamment de points. Donc faites bien les démarches que je vous ai expliquées, hein. L'assurance et le dépôt de plainte. Au revoir madame. Au revoir et merci. Retour à la cellule anti-cambriolage, où sont convoqués les autres occupants de la maison. Bonjour, mademoiselle Gayesh. Pour un comparatif d'empreintes. Vous venez? La première à se présenter, c'est la fille de la victime. Vous avez juste à pivoter, sans appuyer trop fort. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Bon, si jamais ce ne sont pas vos traces, eh bien, elles seront comparées par rapport aux traces des fichiers, des personnes qui ont été signalisées dans nos services. Hélas pour l'enquête, Voilà. le laboratoire spécialisé va constater que les empreintes que David a prélevées sur les lieux du vol sont bien celles de la famille. En 2009, 11% seulement des affaires de cambriolage ont été résolues. Face aux difficultés des forces de l'ordre à enrayer le phénomène, de plus en plus de Français se tournent vers les systèmes de sécurité pour protéger leur domicile. À Marseille, pour Serge Fauré, installateur d'alarme depuis 30 ans, tous les moyens sont bons pour assurer la sécurité de ses clients. On a des villas qui sont complètement entourées de caméras discrètes qui leur permettent en permanence de savoir s'il y a quelqu'un qui s'approche de leur maison. Ils ont même des panic rooms, c'est-à-dire qu'ils ont une pièce qui est fermée où les gens vont aller se réfugier en sachant que là-dedans, personne ne peut les atteindre avant plusieurs heures et pendant ce temps, ils ont donné l'alerte. Des systèmes de sécurité de plus en plus sophistiqués, Bonjour, monsieur Pasteur. Ah, monsieur Fauré, très content de vous comme voir. le dispositif qu'il a installé chez ce client. D'accord. Ici, pas de caméra, mais des détecteurs de mouvement dans chaque pièce, reliés en permanence à une centrale de sécurité.
Vous voyez là par exemple, il nous a repéré, le voyant s'allume, il transmet les informations à la centrale sait qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, mais comme le système n'est pas armé, elle ne déclenche pas de sirène. Sinon là vous auriez 130 décibels dans les oreilles. Donc là, le système est enclenché, on a mis le système en route, donc je vais rentrer normalement. Démonstration. Qui est pu rentrer si cela était possible, et quand je vais arriver dans le champ des détecteurs, je vais être repéré, les sirènes intérieures, extérieures, la transmission vont se mettre en route. Donc je vais avancer pour être pris par le capteur. Donc il a un temps d'analyse parce que voilà, donc l'appareil là m'a repéré. Donc là, il y a toutes les... 130 décibels, l'équivalent du bruit d'un avion au décollage. Insoutenable pour les cambrioleurs. Les sirènes extérieures avertissent le voisinage. Hein, là, vous avez une sirène pulsée qui déclenche. Donc, Si jamais, par exemple, il y a un malfonctionnement de l'ensemble et que ça se déclenche, pour rien, j'y vais avec des boules caisses parce que c'est intenable. C'est intenable. Ça vous détruit vos organes acoustiques d'une façon irrémédiable. Non, il y a hors de question. Donc, j'ai ma boîte de boules caisses à côté, ça fait partie du formulaire, du mode d'emploi. Voilà. je ne pourrais pas vous dire pour la sécurité de mon client, partout on a mis des systèmes, mais il y a des systèmes dissimulés. Vous pouvez nous montrer un exemple? Je vais vous montrer le contact ici de feuillure, par exemple, qui est un contact qui nous permet de repérer la position, par exemple, de cette porte de nuit qui doit être toujours fermée, et qui donc est encastrée dans la boiserie, vous ne le voyez absolument pas. Alors il est où ce fameux capteur invisible? Il est ici. Et donc ça, c'est des dispositifs qui sont cachés un peu partout dans la maison et absolument. que le voleur ne peut absolument pas voir. Et qui nous permettent, nous, de savoir quel est le risque qu'encourt le client. C'est-à-dire que moi, à distance, le PC de télésurveillance a une procédure et il sait que, par exemple, si on ouvre cette porte dans la nuit, ça veut dire que M. Pasteur est attaqué, on n'aurait pas dû ouvrir cette porte. Pour ce dispositif, le client de Serge Fauré, un chef d'entreprise à la retraite, a dépensé une dizaine de milliers d'euros. Tout est prévu, y compris en cas d'agression à domicile. C'est un système très simple, très léger, puis qui se met n'importe où, même dans une poche. Et donc il suffit d'appuyer sur le bouton et puis la personne ne sait absolument pas que vous êtes en train de détecter. Donc là, il ne faut pas appuyer sur le bouton. Ah, surtout pas. Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur le bouton? Eh bien, ça déclenche l'intervention d'un gardiennage qui vient avec molosse, chien, etc. Voilà, ça c'est le système de barre que j'ai partout. Et toutes les nuits, il est marqué. C'est ce que vous faites tous les soirs? Tous les soirs, tout est fermé. Donc on se barricade pour être sûr. Totalement. Oui. Aujourd'hui, Serge Fauré est venu lui présenter le système de protection à la mode en ce moment. Un fumigène, un produit de plus en plus utilisé par les petits commerçants. Au moindre mouvement suspect, le fumigène libère un brouillard censé aveugler les cambrioleurs et les faire fuir. En quelques secondes, on ne voit plus rien. Impressionnant, oui. Très impressionné. Impressionnant, hein? Ah oui, c'est très impressionnant. On ne voit absolument rien du tout. Tout le monde n'est pas prêt à aller aussi loin. Mais déjà, un Français sur 10 possède une alarme ou une caméra de surveillance et le taux d'équipement ne cesse d'augmenter. Et ce qui se développe le plus, c'est ce que Serge Fauré appelle la petite sécurité. Des produits à bas prix disponibles sur Internet ou en grande surface. Ce jour-là, à son entreprise, il reçoit justement l'inventeur de l'un de ces systèmes. Ouais, ça va. Patrick Zécry a mis au point un dispositif qui permet de surveiller sa maison ou son commerce depuis un téléphone nouvelle génération. C'est vrai qu'avec cette solution-là, ça vous permet d'avoir de la mobilité, de savoir à tout moment ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez vos clients. Alors je vais prendre par exemple une caméra au hasard. Donc ici, vous êtes sur une brasserie. Alors, vous voyez les personnes se déplacer. Donc vous voyez, c'est en direct, c'est très très fluide. Donc c'est pareil, ce monsieur, si je le prends en photo, voilà. Je vais prendre cette photo tout de suite. Et vous voyez, je vais pouvoir même faire un gros plan sur cette photo. Donc on voit, vous voyez, même les bouteilles de vin, vous voyez, c'est assez net. C'est très très bonne qualité. C'est moi qui vous remercie de votre accueil et puis j'espère à très bientôt. Renvoyez-moi rapidement Commerçant, monsieur Zécry, cet entrepreneur a senti le filon. Il sillonne la France pour présenter son système. Car selon lui, le marché de la vidéosurveillance est en pleine explosion. Il est estimé à 20 milliards d'euros sur les 10 prochaines années et la hausse des cambriolages ne serait pas la seule raison. On est un petit peu dans le voyeurisme, entre guillemets. Les gens veulent savoir tout ce qui se passe chez eux. Ils veulent surveiller les enfants, les personnes âgées, les bébés. Alors,
Je vous cache pas, bon, c'est un peu aussi dans l'air du temps. Vous avez le mari qui veut simplement surveiller un petit peu si madame rentre bien à la maison ou vice-versa. Il existe des réveils espions, il existe tout un tas de petits gadgets espions qui font qu'on peut maintenant facilement piéger une personne dans une maison. Face à l'augmentation de la demande, Patrick Zécry a décidé de se lancer sur le marché des particuliers. Aujourd'hui, il a rendez-vous près de Marseille, chez l'une de ses premières clientes. Vous êtes content de votre système? Bah écoutez, oui, ça Ils vous l'ont mis là, la caméra. oui. C'est vous qui avez décidé de la mettre là? Oui, parce que moi, c'est un petit peu le lieu de passage de la maison, parce qu'on rentre souvent par le haut de la maison. D'accord. Elle a été séduite par la simplicité de ce système et son prix, 300 € tout compris. Pour vous montrer cette petite caméra, toute simple, très très discrète, d'ailleurs personne n'y fait attention la plupart du temps, avec un champ qui balaye toute la pièce. Le tout, télécommandable depuis son téléphone portable. Vous naviguez comme vous le voulez dans cette pièce, voilà, et je sais exactement ce qu'il se passe chez moi. Il y a quelques mois, cette mère de famille a échappé de justesse à une tentative de cambriolage. De cambriolage, si on peut dire, parce que nous sommes justement arrivés au moment même, si vous voulez, où un cambrioleur arrivait de la Garrigue. Donc il a carrément démonté le volet et une chance pour nous, en fait, il n'a pas eu le temps de pénétrer dans la maison. Et c'est ce qui nous a fait penser que finalement, nous étions un petit peu isolés et un petit peu de vision caméra sécurité ne serait pas un mal dans cette maison. Avec ce système, à la moindre intrusion, la caméra se met en marche et avertit le propriétaire par courriel ou SMS. Quand le client reçoit son SMS ou son mail, il va se connecter directement et il va pouvoir, ce qu'on appelle, effectuer une levée de doute. Donc une levée de doute pour prévenir les forces de l'ordre en disant attention, je suis victime d'un cambriolage. Voilà, je suis en train de filmer et de regarder mes caméras. Même si le cambrioleur voit la caméra et qu'il la casse, c'est trop tard, entre guillemets. Bien entendu, on n'empêchera jamais un cambriolage. Mais simplement, à partir du moment où il est entré dans le champ, il sera quand même pris, donc on aura quand même sa photo et son image sur le serveur et sur le téléphone, et sur l'ordinateur également. Mais ce dispositif a un point faible. En cas de coupure de la connexion Internet ou de l'électricité, la maison n'est plus gardée. Pour lutter contre les cambriolages, les particuliers ne sont pas les seuls à investir dans des caméras. À Montmorency et sur les communes alentours, l'un des systèmes de vidéosurveillance les plus pointus de France a été installé. 102 caméras de haute technologie disposées à des points stratégiques. 24 heures sur 24, elles épient ce qu'il se passe dans les rues, centres-villes et quartiers résidentiels. Une quinzaine d'opérateurs est employée pour contrôler les images. En France, les centres de vidéosurveillance comme celui-ci se multiplient. Ici, le poste de pilotage est placé derrière le commissariat. Un bâtiment ultra sécurisé dans lequel on ne peut pénétrer que sur reconnaissance des empreintes digitales. Jean-Charles Bentata est le responsable du centre. Vous avez essentiellement les distributeurs automatiques de billets, et les zones sensibles, notamment les magasins. Donc on surveille particulièrement cette supérette car elle a fait l'objet d'un vol à main armée récemment. Selon lui, ce dispositif est une arme efficace contre les cambriolages. Bon, là, nous sommes dans une zone pavillonnaire. Dans ce cas précis, par exemple, si un individu sautait par-dessus la porte, on le verrait bien évidemment, puis on aviserait les services de police, sachant que dans ces zones pavillonnaires, ce sont les endroits privilégiés des cambrioleurs. En règle générale, les pavillons sont vides la journée. Au moment où l'individu va ressortir, on le suivra, sachant qu'entre-temps, les forces de police ont été avisées. Depuis sa création en 2006, ce dispositif qui a coûté 8 millions d'euros a aidé à 3 reprises seulement à l'arrestation de cambrioleurs. Mais selon les autorités, les caméras auraient surtout un effet dissuasif. Les vols à domicile ne sont pas les seuls à être traqués par les objectifs. Voici des images tournées il y a quelques mois. Sur cette séquence, l'opérateur a remarqué le manège de 3 individus sur des vélos et on voit qu'un des 3 cyclistes va se mettre en travers de la route, empêchant le véhicule de passer. Donc la conductrice s'arrête et là on voit une ombre arriver et vous allez assister à un vol à la portière en direct puisque la personne en bleu casse la vitre, prend le sac et s'enfuit.
Autre exemple. Cette fois, les caméras ont permis une interpellation en flagrant délit d'un voleur de jantes de voiture. Le conducteur du véhicule qui vient d'arriver descend. On remarque qu'il s'est stationné juste derrière un véhicule qui était déjà garé, qui est vide, lui. Donc là, vous voyez, il est en train de s'affairer à démonter la roue d'un véhicule. Il ne se rend pas compte qu'il est filmé par une caméra. La scène est filmée de nuit sur un parking. Donc là, vous voyez, il a réussi à démonter la roue et il l'emmène pour la mettre dans le coffre de son véhicule. Et ensuite, il va partir. Sachant que pendant ce temps-là, l'opérateur a prévenu les services de police. Et au moment de quitter les lieux, et si vous suivez bien l'image, vous voyez qu'il y a des lumières qui arrivent là, et qu'au moment où il va tourner, il y a un véhicule de police qui arrive. Vous voyez, et là vous assistez à l'interpellation du voleur en direct. mais de l'autre côté de la caméra, que pensent les cambrioleurs de ces systèmes de surveillance de plus en plus poussés? Dans le sud de la France, Mehdi a dévalisé des particuliers pendant plusieurs années. Le cambriolage, c'était son quotidien. Il a raccroché il y a un an, mais se souvient très bien de l'escalade qui l'a conduit jusqu'au cambriolage. J'ai commencé à 18 ans. Je traînais avec des collègues. L'argent facile, il m'a dit il y a des jantes à prendre. On allait, on volait des jantes. On revendait ça. Ça faisait de l'argent vite fait. On prenait dans une nuit, on prenait 4 paires de jantes à 300 € la paire de jantes. Ça faisait 1200 €, 600 € chacun en une nuit. C'est la moitié d'un salaire. Quand tu te dis, tu vas sur un cambriolage, tu prends des bijoux, tu prends du liquide, en tout, tu as fait 5-6 000 €. Tu te dis, je vais aller travailler, je vais gagner 1200 €. Et non, je retourne au cambriolage, je reprends bon et voilà. C'est un engrenage. C'est un engrenage. Pendant 7 ans, ce sera presque l'unique moyen de gagner sa vie. À ce moment-là, il n'avait aucun scrupule. Ça m'est arrivé de prendre beaucoup. Comme j'ai fini le cambriolage, je suis rentré, j'ai préparé la valise, je suis parti en vacances. Je suis parti une semaine en vacances et j'étais bien parce que je savais que j'avais de quoi aller en vacances et quand je revenais, j'étais bien pendant bien 2 mois. Mehdi était devenu un professionnel du cambriolage. Il avait ses méthodes, il connaissait les combines. Et des fois, on y allait au feeling. C'est-à-dire, si admettons, on passait devant une maison, on voit que c'est fermé ou qu'il n'y a personne, ou que la dame ou les gens ils sont en train de partir, on attend un peu, on rentre chez les gens. Il y a les sorties d'école aussi. Aux heures de sortie d'école, on sait que les gens, généralement, ils vont chercher leurs petits ou ils ont 2-3 courses à faire en même temps, donc ça nous laisse un quart d'heure, 20 minutes. Et un quart d'heure, 20 minutes, c'est suffisant? Un quart d'heure, 20 minutes, tu as le temps de faire beaucoup de choses. Il y a des réflexes, vous savez où aller chercher en priorité? En priorité, c'est dans la chambre. On va fouiller la chambre des parents ou la chambre... Parce qu'en général, c'est là-bas où ils cachent tout leur argent. Après, s'il y a des bureaux, s'ils ont des bureaux, on va dans les bureaux. Avant, la mode, c'était de cacher sous le matelas. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, en général, les gens où ils cachent, des fois, c'est dans les boîtes de médicaments. Des fois, c'est... Ça nous est même arrivé de trouver de l'argent au congélateur. Les gens, ils l'avaient mis au congélateur. Pour lui, quel que soit le niveau de protection des maisons, les cambrioleurs arriveront toujours à contourner l'obstacle. Tu mets des gants, tu essaies de prendre quelque chose pour te camoufler le visage, tout ça. C'est-à-dire une écharpe ou une cagoule ou quelque chose. Un pied de biche, une tournevis, une clé à molette et le tour est joué. C'est aussi simple que mettre la clé dans la serrure et de rentrer dans la maison. Quand un cambrioleur, quand il est déterminé, il arrive à obtenir ce qu'il veut. Pourtant, lors de son dernier cambriolage, Mehdi a été arrêté en flagrant délit. Il a fait 9 mois de prison. Depuis sa sortie, il a créé son entreprise. Il est peintre en bâtiment. J'ai eu un enfant. Malheureusement, j'étais pas là à sa naissance. Pourquoi? Parce que j'étais en prison, mais ça m'a donné du plomb. On va dire que c'est lui qui m'a calmé. Je suis fier de lui, c'est lui qui m'a calmé, c'est lui qui m'a fait comprendre ce que c'était la vie. Comme je suis récidiviste avec la peine planchée, je risque, si je rentre, je risque 3 ans, 4 ans.
Vous imaginez, je ressors, mon fils, il a 5 ans. Il a 5-6 ans. Il sera déjà au CP, il saura parler, il saura tout faire. Et moi, je le verrai 3/4 d'heure par semaine. Ça ne m'intéresse pas. La vie est plus simple maintenant? La vie n'est pas plus simple. La vie est plus sereine, on va dire. Désormais, alors qu'il attend son deuxième enfant, il dit avoir pris conscience des souffrances causées par ces cambriolages. Les pauvres, ils sont partis travailler toute une année peut-être pour se payer un écran de plasma ou mettre de l'argent de côté. Et nous, on vient, même pas 10 minutes, on leur a tout pris. On rentre dans leur intimité. Il y a des gens qui le vivent mal aussi. Il y a des gens qui sont obligés de déménager par rapport à ça. Ils se sentent plus protégés, ils se sentent vus. Ils se disent qu'ils peuvent revenir à tout moment. Mais maintenant, ça me fait, qu'en y repensant, ça me fait mal au cœur. Ce jour-là, Mehdi a rendez-vous avec son avocat pour parler de sa mise à l'épreuve. Maître Marc Gégère défend régulièrement des cambrioleurs. Il s'inquiète de l'évolution de cette délinquance. C'est difficile de dresser un portrait type du cambrioleur, mais je serais tenté de dire aujourd'hui que ce qui fait leur point commun, c'est d'abord leur jeunesse. Souvent, ce sont de très jeunes gens, et il n'est pas rare de les défendre devant le tribunal pour enfants plus que devant le tribunal correctionnel. Ce sont souvent, chez ces jeunes, des jeunes qui sont dans des difficultés familiales, c'est-à-dire des familles monoparentales, voire pas de famille du tout, un peu livrés à eux-mêmes, et qui souvent ont un courage de bande. C'est-à-dire que tout seul, ils ne feraient rien, mais dès qu'on est 2-3, qu'on s'est calé pendant une demi-heure, comme ils disent, et qu'on a bu un pack de bière, à ce moment-là, on devient très courageux et on fait comme à la télé, on se promène. Et puis dès qu'on trouve un volet entrouvert ou entrebâillé, on y va sans aucune difficulté. Dans le Val-de-Marne, pour Marie-France et Daniel, le couple de retraités, la semaine de gardiennage est sur le point de se terminer. En attendant le retour des propriétaires, ils ne chôment pas. C'est aussi ça, le home-sitting. Le propriétaire demande à l'organisation qu'on apporte quelques soins et c'est défini. Donc ça peut être tondre la pelouse, ça peut être donner un petit coup de sécateur sur certaines plantes, des petites choses de ce genre-là. On n'a pas encore les bagages, donc on ne sera pas là avant 43 bonnes minutes. Ok, ça marche. C'était pour savoir pour le repas un petit peu. Tout doit être prêt pour accueillir les propriétaires qui rentrent de vacances. Ils n'auront plus qu'à mettre les pieds sous la table. C'est prévu dans le contrat. Vous allez rentrer, faites comme chez vous. Bonjour. Bonjour Barbara. Ça s'est bien passé? Impeccable. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Ça va, papa? Alors, est-ce que je prends des assiettes ou quelque chose? C'est à vous de me dire en fait maintenant. Allez, je sais pas. L'apéro, allez. Ok, ça c'est une bonne idée. Je vais chercher la bouteille. Il y a pire comme retour de vacances, non? Ah, ça c'est clair. Franchement, un retour de vacances comme ça, je pense qu'on n'en a jamais eu jusqu'à présent. C'est la première fois qu'on a ce type de retour de vacances. C'est très agréable, c'est très accueillant, c'est un vrai plaisir. Confier sa maison en leur absence à un couple de retraités, la famille Schedecker est conquise par cette première expérience de home-sitting. Quand on a vécu un cambriolage, ou en tout cas nous, un homejacking, pendant les premières semaines, on est traumatisé en fait par ce qui s'est passé. Avec le temps, ça disparaît un peu, mais avec le retour des vacances, ce traumatisme en fait remontait. Et donc il fallait en fait qu'on trouve une maison pas une maison, il fallait qu'on trouve en fait une solution pour garder en fait la maison. On vous a pas pris comme des intrus, des étrangers, enfin vraiment ça nous rend service, on était content que vous soyez là, et puis content que vous soyez bien chez nous, ce qui était important aussi. Ce qui m'a perturbé pendant toute la semaine, c'était de savoir si vous pouviez en fait allumer la télé et accéder en fait aux chaînes de télé que vous souhaitiez regarder. Après une semaine de gardiennage, c'est l'heure du départ pour Marie-France et Daniel. Les propriétaires récupèrent leur maison et découvrent une bonne surprise. Attends, c'est génial. On n'a jamais eu une allée aussi propre. Je dirais, pourtant, j'ai souvent pris le temps de balayer, mais franchement, je n'ai jamais fait aussi bien. Franchement, ils sont remarquables en tout point. Super. Il n'y a plus de feuilles nulle part. C'est génial. On savait qu'ils étaient soigneux en fait, du jardin, qu'ils adoraient en fait s'occuper du jardin, mais ils l'ont également fait chez nous.
La méthode les a convaincus. Ils feront à nouveau appel à une agence de home-sitting. Pour lutter contre les cambriolages dans le sud-est de la France, certains n'ont pas hésité à aller beaucoup plus loin. Sur les hauteurs de Grasse, de mystérieuses pancartes sont apparues un peu partout. Un dispositif piloté par la gendarmerie, les voisins vigilants. Les habitants sont en contact direct avec les gendarmes. Une personne suspecte près de chez eux, ils les alertent immédiatement. C'est à Saint-Paul-de-Vence que tout a commencé. Bonjour Monsieur Perras. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va bien. Bon, c'est calme en ce moment là. En relation permanente avec la gendarmerie, 2 cambriolages sur la ville de Saint-Paul. Philippe Perras est l'homme qui en 2003 a posé pour la première fois un panneau voisin vigilant. Ici, quartier Bastide Rouge, 54 voisins vigilants, en liaison immédiate avec la gendarmerie et police municipale. C'est la marque de fabrique de notre quartier. Hein, c'est clair, on peut pas y échapper, quoi. Il est un peu inquiétant cet œil. Il doit l'être. Il doit l'être. Pourquoi? C'est pas un œil doux. C'est un œil attentif. Le but, c'est d'inquiéter les gens qui sont mal intentionnés. C'est de mettre mal à l'aise les cambrioleurs. Dans le quartier de Philippe Perras, le ton est donné. Les hors-la-loi ne sont pas les bienvenus. Résultat, 12 cambriolages l'année précédant l'installation du dispositif, 0 depuis. Une voiture inconnue, les riverains ouvrent l'œil. Et dans le voisinage, tout le monde s'y est mis. Et alors, carte grise, contrôle voisin vigilant. Toi, dans ton chemin du quartier, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de... Non, mais en plus maintenant on a mis les panneaux interdits privés. Moi j'ai pas mis de. Tu sais que moi j'ai pas mis de haies exprès, de haies d'arbres. Ouais. Donc quand les gens passent, ils voient la maison. Tandis que si tu mets des haies d'arbres, les gars ils viennent, ils rentrent, ils sont tranquilles. Et puis souvent les maisons sont trop isolées. Moi et puis quelques-uns d'autres du quartier, de temps en temps on se fait un petit tour à pied, on regarde ce qui se passe à gauche, à droite. Bon, le problème c'est ça, être vigilant. Hein. C'est, je dirais, être solidaire, vigilant et convivialité. C'est surtout ça aussi. Là, on est des espèces de gendarmes, il ne faut pas prononcer ce terme d'ailleurs, on n'est pas gendarmes, on est des auxiliaires. Agents de renseignement. Agents de renseignement, ça fait un peu Kremlin, mais oui. Il y a quelque chose comme ça. On travaille ensemble, voilà, on travaille ensemble dans le même objectif. Le dispositif séduit de plus en plus de communes. Une trentaine l'ont déjà adopté. Retour à Nice. Sur la colline de Magnan, un homme milite pour l'installation de ce système. Jean-Marie Gilly, retraité, pas un mois dans son quartier sans qu'un commerce ou une maison se fasse dévaliser. Alors là, nous avons donc la boulangerie qui a été donc cambriolée à l'intérieur du commerce. Ici, sur votre droite, là, vous avez donc l'appartement qui a été totalement vandalisé. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Monique Bianconi pour lui présenter le dispositif voisin vigilant. Il y a quelques mois, en pleine nuit, elle a été agressée par 3 cambrioleurs. Un acte de plus en plus fréquent. Vous avez été roué de coups aussi. Hein, ils m'ont tapé la tête parce qu'ils voulaient la carte bleue, j'en ai pas. Ils sont partis, c'était... Les cambrioleurs lui ont pris sa voiture, ses bijoux et 10 000 € en liquide. Depuis, Monique Bianconi est sur ses gardes. Voilà, depuis que j'ai été cambriolée, j'avais le fusil de mon mari là. Il n'est pas chargé, hein. Alors vendredi, j'arrive, vous voyez là comment on sort chez moi. Je me vois un mec là. Vers quelle heure? Oh, c'était 6 h du soir. Il regardait la vue. Quand j'ai fait comme ça... Il s'est retourné? Le gars, il s'est retourné. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là encore? Il vous a vu donc avec le fusil, vous l'avez... 3 secondes, hein, je lui ai dit, je vous donne 3 secondes. Il m'a baragouiné un mot, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Il a sauté le mur. Et vous l'avez plus vu? J'ai plus vu. Vous n'avez pas peur que ça soit plus dangereux qu'autre chose de sortir une arme? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur? Quand il vous arrive ça à une femme seule dans des grandes propriétés comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller pour se protéger? Jusqu'à quel point sacrifieront-ils leurs libertés individuelles? Pour les voisins de Monique Bianconi, même ras-le-bol, même sentiment d'insécurité.
Bon, ben, je voulais juste te parler un petit peu ce soir de la réunion. Toi, je sais que tu as été concerné. Hein. Deux fois. Quand est-ce que tu as été concerné là? 2006, 2008. Ouais. Mon voisin 3 fois, juste l'année dernière, 2009. Pareil que moi, 2006, 2008, 2009. Lui, une fois de plus. Ce père de famille est immédiatement convaincu par le dispositif voisin vigilant. Tout ce qui nous manque, c'est des caméras. Plus les comités de surveillance. Et puis, a priori, on devrait pouvoir diminuer par 2 au moins les vols. Vous êtes prêt à aller jusque-là? Ah oui, complètement, oui. Moi, il en mettre une ici. Même si ça a vue sur la piscine, ça ne me dérange pas. Vous n'avez pas l'impression que ça prend un tour un peu trop sécuritaire? Mais moi, je ne demande pas à ce que ça prenne un tour sécuritaire. Moi, je ne demanderais rien si je n'étais pas cambriolé, monsieur. C'est tellement simple. Moi, je ne vais pas voler les gens, je travaille. Le fruit de mon travail, régulièrement, on vient me le voler. Un peu ça va, ça suffit. C'est un ras-le-bol? Ras-le-bol, oui, vraiment. Et général sur la colline, oui. Dans quelques jours, des panneaux pousseront sur la colline de Magnan. Avec cet œil, celui de la vigilance. Mais des spécialistes de la sécurité le disent. Le dispositif ne fait que repousser le problème sur d'autres quartiers. L'été qui arrive, la saison la plus propice au cambriolage, devrait dire s'ils ont raison.